Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission spéciale rencontre. Aujourd'hui, moi et mon équipe, nous avons fait le déplacement à Massakori. Une invitée à ma côté, je la laisse l'occasion de se présenter. Je suis docteur Awa Othmane et je suis le gouverneur de Agadlamis. Depuis que vous êtes à la tête de la région de Agadlamis, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? D'abord, il faut commencer par les bonnes choses. Agadlamis, c'est une grande région. C'est une région au centre. Parce que pour aller d'est en ouest ou du sud au nord, vous passez fatalement par le Agadlamis. Donc moi, souvent, j'entends les gens commencer par ce qui est difficile d'abord. L'Afrique en elle-même, c'est un contexte qui est difficile. C'est un grand continent et à l'intérieur, il y a des grands pays. Si vous prenez le Tchad, en termes de territoire, c'est 1 284 000 km², dans lequel se trouve le Agadlamis. Le Agadlamis est situé au centre. Et donc, il a pour frontière le lac, le Kanem, une partie du Charibadouni, le Guéra, etc. Agadlamis, c'est aussi la route qui va du sud jusqu'à Faya, qui va du sud jusqu'au Soudan. Agadlamis, c'est aussi une route qui va du Kanem jusqu'à la Libye. C'est aussi de N'Djamena, de Sar ou de Sido jusqu'au lac, et le lac vers le pays limitrophe du Tchad. Donc c'est d'abord ce contexte-là qui est une opportunité pour le Tchad. Donc je vais commencer d'abord par cette opportunité. C'est une zone qui est riche, qui est très variée en termes des hommes et des femmes, et qui a une diversité d'ethnies et qui a un potentiel humain très jeune. Les femmes, je crois, sont plus nombreuses que les hommes, et ça, c'est un atout, d'abord, un atout de développement. À partir de là, les difficultés, partout il y en a. Parfois, c'est nous-mêmes qui rendons les choses difficiles. Et donc, je dis que oui, je suis dans la région de Agadlamis. Oui, je suis le gouverneur depuis presque 3 mois. Oui, il y a de bonnes choses, mais souvent les bonnes choses, pour les conserver et ou les améliorer, elles-mêmes, elles génèrent des difficultés. Et c'est pour cette raison que vous nous voyez ici tous réunis en train de travailler pour trouver des solutions aux problèmes qui sont nos quotidiens. La société. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes entre les agriculteurs et les agriculteurs? Non, sincèrement, c'est un problème que j'ai toujours réfuté, que j'ai refusé, parce que je suis aussi fille d'entrepreneur, mais surtout entrepreneur et agriculteur. Et en plus, il est agriculteur et éleveur. C'est un problème. Ces gens-là, nos parents ont toujours cohabité. Mais c'est un phénomène que maintenant, nous les cadres, surtout nous les cadres, qui sont assis tranquillement dans les capitales, la capitale ou dans les grandes capitales des régions, c'est nous qui attisons le feu. Dès lors où nous avons commencé à écrire des livres sur le problème agriculteur-éleveur, ou bien à faire des réunions ou des présentations agriculteurs, nous avons trouvé que tout passe par nos parents qui sont agriculteurs et éleveurs, que le développement même passe par ces deux gens-là. Et comme nous sommes en mal de promotion, chacun prend une portion de son pseudo-territoire comme région et autres. Il reste loin et il attise le feu. Depuis 2 mois, je n'ai pas dormi 3 jours dans ma résidence ici à Massakori. Nous sillonnons toute l'équipe, les délégués, les chefs de service, moi-même, nos forces de sécurité et de défense. Nous circulons dans les régions. Et notre but, c'est de visiter
chaque village de la région et dire pourquoi. Et nous sommes à mi-parcours des choses que nous sommes allés voir. Et là où nous passons, les gens vivent tranquilles. C'est les gens au niveau des grandes villes qui parlent de ces histoires-là. Et si un ou deux problèmes surgissent, c'est toujours les enfants qui sont dans les capitales, qui ont 6, 7, 8 SIM de téléphone et qui attisent le feu. Ils veulent faire de la politique, mais ils n'ont pas le mot pour faire de la politique. Donc ils utilisent les parents pour créer leur propre affaire. Est-ce qu'il y a une réunion entre vous et vos collaborateurs? Chaque réunion, est-ce que vous organisez une réunion? Une réunion de genre? Mais je suis gouverneur. Effectivement, est-ce qu'il y a une réunion entre vous, par exemple, avec pour la sécurité de la population? Est-ce qu'il y a une réunion entre vous et la sécurité? Mais le mot gouverneur veut dire gouverner, et tu gouvernes sur une population. Et comment est-ce que seul je peux gérer une population? C'est pour cela que le pays a payé des services. J'ai un secrétaire général, j'ai des préfets, j'ai des sous-préfets, j'ai des maires, j'ai la population, j'ai des associations de la société civile. Moi, je ne suis qu'un coordonnateur. C'est les autres qui travaillent. Moi, je fais le suivi, je coordonne et je sanctionne. Voilà mon travail pour sauver la population et c'est bien de tous les méfaits, quelles que soient les violences. Alors, Mme c'est déjà la fin. Est-ce que vous avez un mot de fin à ceux qui sont là en train de suivre la télévision en ces minutes? Est-ce que vous avez un message à nous laisser? Non, moi je pensais que Radio Al-Nassour, je suis toujours un acteur de Radio Al-Nassour. Je pense que pour l'instant, je suppose que vous êtes venu tout simplement prendre contact avec moi et que vous reviendrez, parce que nous n'avons pas encore touché les vrais problèmes. Le problème, c'est la sécurisation des biens et de la population. Le problème, c'est le développement local, la décentralisation, les élections. Tout ça, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons, et surtout, besoin des médias très clairs, actifs, clairvoyants, impartiaux. Et je crois que le problème de développement de Hadjar Lamis, je ne peux pas le faire sans les médias et surtout pas sans Nassour. Et donc moi j'ai dit que faut qu'à Bakar vous donne bien. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons des grands champs. Nous avons beaucoup d'ambition pour Hadjar Lamis. Pas seulement pour Hadjar Lamis, c'est pour le Tchad. Et donc les médias sont nos partenaires. J'appelle tous les médias qui veulent réellement voir les problèmes de leur région, parce que chaque région est notre région. Et donc, je vous invite humblement. Mais ça, j'en ai beaucoup. J'ai dit aux maires que nous sommes, il faut aider les jeunes filles à s'éduquer. Parce qu'en général, c'est pour nous que les filles ne partent pas à l'école. Pourquoi? Parce que c'est nous qui sommes mariés. C'est nous qui avons une charge familiale. Et nous, on délègue toutes les souffrances, tout le travail que notre mariage nous a donné et que nous voulons accomplir. Nous divisons ce travail-là en deux avec notre fille. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas elle qui est mariée. Et elle est une jeune fille. On n'a jamais demandé à la jeune fille, est-ce que tu es fatiguée? Est-ce que tu as étudié tes leçons? Tant que la nuit ne tombe pas, tant que les lampions ne se ferment pas, la jeune fille, même celle qui est à l'école, n'a jamais eu le temps d'étudier. C'est pour que mon message à l'endroit des femmes, aidez vos filles à aller à l'école. Le pays a mis tout le nécessaire, les écoles, les enseignants, les sensibilisateurs. Mais il ne reste que notre travail à nous, les mères, c'est de dire non. Ma fille doit continuer. Parce qu'aller à l'école, avoir jusqu'à son bac et après être une ratée, c'est vraiment un problème d'abord maternel. C'est pour cela que mon appel, c'est à l'endroit de nous-mêmes, le maire. Deuxièmement, j'appelle le père. Combien de fois vous avez marié vos filles très très jeunes? Nous étions toutes mariées très jeunes. Mais ce n'est pas tout le monde qui réussit. Les gens sont physiquement différemment battus. Vous mariez votre minuscule fille, soit elle va avoir un problème
d'urine, d'énurésie, etc. Soit elle va avoir un problème beaucoup plus grave que ça. Et soit, quand elle aura, vous la mariez à 10, 11, 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et 11 mois, et elle vous revient dans 2 ans avec 2 enfants, mais déjà divorcée, répudiée complètement, et elle va rester à la maison, elle n'a pas étudié et le mariage non plus ne l'a pas gardé. C'est pour cela que les hommes aussi doivent regarder. Ils sont le miroir d'eux-mêmes. Il faut qu'ils se regardent. Qu'est-ce qu'ils ont fait des petites filles des autres qu'ils ont mariées? Et ils vont trouver la réponse. Et j'ai dit aux jeunes filles aussi, vous aussi, mes fillettes, mes petites filles, à 12 ans, 11 ans, vous mettez une sur votre corps, sur vos pieds, sur vos épaules. Mais vous les mettez pour qui? C'est des choses qui attirent la violence. Et donc, que les mères, que les parents voient aussi ça. Chaque chose à son temps. Avant, on met le hinne que quand on nous marie. Et même avec ça, nous, on pleure. Mais maintenant, vous les mettez partout. Et quand vous mettez tous ces dessins sur votre corps qui est jeune, je crois que tout le monde va vous regarder. Et c'est comme ça que la convoitise vient. C'est pour cela que je dis que les filles aussi acceptent d'être des enfants jusqu'à ce qu'elles mûrissent. Et les jeunes garçons, aujourd'hui, on vous amène à l'école, même les garçons, ils ne vont pas aller dans les séries scientifiques. Tout le monde veut faire un bac plus 4 et il dit, je fais 2 ans et puis c'est fini. Ou bien ils vont jusqu'au bac, ils vont dire, je vais faire un BTS et c'est fini. Mais qui va aller après vous traiter? Il faut des scientifiques, etc. Donc j'ai dit aux enfants, vous pouvez faire les choses de votre temps, mais aussi n'oubliez pas que demain, aujourd'hui vous êtes jeunes, demain c'est vous les parents, quand nous sommes déjà les grands-parents. Et donc le message est large. Et les médias aussi doivent contribuer au développement humain. Et pour ça, je lance à An-Nassour. An-Nassour, souvent quand vous, surtout avec moi, quand vous venez me voir pour telle ou telle action, je réponds oui. Maintenant, je suis dans le Adjaramis, j'ai beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin votre émission spéciale rencontre. Au revoir à la semaine prochaine avec un autre numéro.